Il existe une rivière en Amérique du Nord qui ne devrait pas exister. Enfin, tout au moins selon les scientifiques. La plupart des rivières normales dans le monde se rejoignent en aval, coulent en descente et finissent par jeter leurs eaux dans un océan ou dans un lac. Mais la rivière Echimamish au Canada n'aime pas suivre les règles et coule dans les deux directions. Son nom signifie même « eau qui coule dans les deux sens » dans la langue locale, le cri. L'Echimamish mesure environ 59 km de long, mais elle était autrefois une partie importante de la route empruntée par les marchands de fourrure entre la baie de Hudson et le lac Winnipeg. Elle s'étend entre la rivière Hayes et le fleuve Nelson. Ses eaux sont assez peu profondes et sombres, car elles traversent des tourbières. Les choses deviennent intéressantes lorsque l'on atteint les étangs de Castor. Les personnes qui se sont aventurées là-bas disent que l'Echimamish coule vers la rivière Hayes et le fleuve Nelson en partant de l'étang de Castor central. Il est difficile de dire exactement où l'eau se divise, car la rivière traverse une contrée marécageuse presque plate et son courant est à peine perceptible. Le cours d'eau suivant sur notre liste est le Casiquiare en Amérique du Sud. C'est l'équivalent hydrologique d'un trou de verre entre deux galaxies. C'est le seul canal naturel sur Terre qui relie deux grands fleuves, le Haut-Orénoque, qui se jette dans l'océan Atlantique, et le Rio Negro, le plus grand affluent de la rive gauche de l'Amazone. Ce type rare de division porte le nom de bifurcation, et il se produit lorsqu'un fleuve se divise et envoie ses eaux vers deux endroits différents. L'Orénoque perd en fait une partie de ses eaux au profit du Casiquiare. De là, l'eau s'écoule lentement vers le Rio Negro. Pendant les mois pluvieux, il y a plus d'inondations et des courants plus forts, donc une plus grande quantité d'eau se voit détournée. Pour de nombreuses communautés locales, le Casiquiare est bien plus qu'un simple canal. Il est sacré. Elles le voient comme un chemin que les esprits ancestraux ont tracé pour réunir les grands fleuves. Des légendes disent que de puissantes divinités auraient façonné la terre pour créer cette voie navigable. La rivière Wayambo au Suriname peut couler soit vers l'est, vers le fleuve Copenhague, soit vers l'ouest, vers le fleuve Nikeri, selon son humeur. Je plaisante, ce sont les précipitations et l'activité humaine qui sont responsables de ce comportement inhabituel. Les gens installent des écluses dans la rivière pour la détourner. Une écluse, par exemple, sert à aider les riziculteurs à obtenir suffisamment d'eau. Il y a au moins 3 points de bifurcation sur la rivière. Il est difficile de contrôler le Wayambo et de savoir où les polluants finiront par se propager. Elle se trouve à proximité de plusieurs mines d'or et de sites de production pétrolière. C'est donc un véritable problème. Si vous avez déjà voulu boire de l'eau de deux océans à la fois, le North Two Ocean Creek dans le Wyoming est l'endroit qu'il vous faut. Il commence haut dans la chaîne Teton et se divise ensuite en deux branches. Le Pacific Creek rejoint la grande rivière Snake qui va se mêler au fleuve Columbia et, finalement, atteint l'océan Pacifique. L'Atlantic Creek se dirige vers l'est et se jette dans les rivières Yellowstone et Missouri, ainsi que dans le Mississippi, pour finalement finir dans le golfe du Mexique. Si vous connectez les bassins versants des deux branches sur une carte, vous obtiendrez une seule ligne bleue entre l'Oregon et la Louisiane. Les explorateurs qui cherchèrent le passage du nord-ouest entre les deux océans n'ont jamais su qu'ils auraient pu utiliser cette voie. Ils auraient juste eu besoin de très petits bateaux. Certains scientifiques croient que la truite fardée connaissait cette voie bien avant les humains. Elle réussissait à migrer de la rivière Snake à la rivière Yellowstone, très probablement en passant par là. La prochaine star de notre liste pourrait dépasser le puissant Mississippi. Il y a environ 12 000 ans, le Mississippi a commencé à dériver vers le bassin de la rivière Rouge. Le Mississippi est resté sur son chemin original, et l'eau de l'ancien parcours de la rivière Rouge est devenue ce que nous appelons aujourd'hui la rivière Atchafalaya. Elle était autrefois obstruée par des troncs d'arbres sur environ 48 km et n'était pas praticable pour la navigation. Au milieu du 19e siècle, les colons européens ont dégagé tout ça. Mais le débit d'eau a tellement changé qu'il aurait pu perturber le cours inférieur du Mississippi. Alors les gens ont construit des structures spéciales à la bifurcation pour contrôler la manière dont l'eau s'écoulait. De temps à autre, près de la moitié de l'eau du Mississippi peut se voir entraîner vers l'Atchafalaya. Cette énorme quantité d'eau est même visible sur les photos des satellites. Les cartes d'élévation numérique et les modèles informatiques nous montrent également exactement comment les cours d'eau se divisent. Si ces systèmes de contrôle n'étaient pas là, l'Atchafalaya prendrait probablement le dessus et volerait la majeure partie de son eau au Mississippi. La Nouvelle-Orléans perdrait ainsi sa principale source d'eau douce et le transport maritime le long du Mississippi en souffrirait grandement.
L'Arroyo Partido, ou le ruisseau partagé en espagnol, dans le sud de l'Argentine, transporte également ses eaux vers deux océans à la fois. Il commence haut dans la cordillère des Andes et traverse une forêt escarpée toute recouverte d'arbres. Lorsqu'il sort du canyon, il entre dans une zone plus large, où un grand affleurement rocheux, placé en plein milieu, le divise en deux. Un côté du ruisseau, celui de gauche, tourne vers le sud et finit par atteindre l'océan Atlantique. L'autre côté tourne vers le nord et se jette dans l'océan Pacifique. C'est assez unique, car la bifurcation ne se fait pas dans une plaine, mais dans un col de montagne. C'est un peu comme un creux entre deux sommets montagneux. Vous ne trouverez pas beaucoup d'informations sur l'Arroyo Partido sur la plupart des cartes. Cela est en partie dû au fait que la région n'a pas été bien cartographiée avant la fin des années 1800, et en partie parce que le ruisseau est petit et entouré de nombreux lacs et rivières plus importants qui reçoivent généralement toute l'attention des scientifiques. De plus, il n'existe pas encore de modèle de flux d'eau public pour ce ruisseau. Cependant, des images aériennes et des photos prises par des randonneurs et des voyageurs ont confirmé l'existence de cette bifurcation. Un modèle numérique d'élévation montre également que si vous versiez de l'eau exactement là où elle est censée se diviser, elle s'écoulerait naturellement dans les deux directions. Divide Creek est situé juste à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta au Canada. Ce cours d'eau descend une montagne et rejoint une zone en forme de sel appelée Kicking Horse Pass, où il se divise en deux. Cela se produit en raison du lac Summit, qui se trouve juste à l'ouest de la ligne continentale de partage des eaux. Il y a longtemps, le lac Summit était beaucoup plus grand et se prolongeait probablement sur tout le col. Et peut-être qu'il causait déjà la division du cours d'eau à cette époque. Mais au fil du temps, le lac a rétréci, et il n'existe maintenant que du côté ouest. Il a laissé derrière lui une zone humide marécageuse exactement au point le plus élevé du col. Comme l'Arroyo Partido, Divide Creek n'apparaît pas sur de nombreuses cartes anciennes. Il est petit, et la région est couverte d'une forêt dense, de sorte que même les photos aériennes ne montrent pas clairement la division du cours d'eau. La meilleure preuve que nous ayons aujourd'hui provient du parc national de Yoho, où un marqueur explique la bifurcation. Il est placé le long d'un sentier de randonnée, et si vous êtes fan d'aventure, vous pouvez emprunter un court chemin latéral qui mène directement à l'endroit où Divide Creek se divise. Et maintenant, que diriez-vous d'un lac pour changer? Le lac Wollaston est niché dans l'extrême coin nord-est de la Saskatchewan, au Canada. Le plus fascinant, c'est qu'il bifurque également. Près de son extrémité nord, environ 90% de ses eaux s'écoulent dans la rivière Cochrane et se dirigent vers le nord-est, tandis qu'environ 10% se déversent dans la rivière Fond du Lac et vont vers le nord-ouest. L'endroit où l'eau se retrouve, soit dans l'océan Arctique, soit dans la baie de Hudson, dépend de quel côté de la longue péninsule elle se situe. Les cartes et les modèles montrent qu'il pourrait encore y avoir un certain écoulement d'eau entre les deux côtés de la péninsule. Donc techniquement, ce n'est pas une bifurcation parfaite, mais cela reste l'une des caractéristiques naturelles les plus fascinantes de la région. La péninsule elle-même s'érode lentement et pourrait éventuellement disparaître. Mais les géologues pensent qu'en raison de la configuration en Y du lac, l'eau continuera à se diviser en deux systèmes fluviaux, quoi qu'il arrive. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, les autochtones, Chipewyan, Dénessuline, savèrent déjà que le lac Wollaston était spécial. Ils l'appelaient le lac Manito, ce qui signifie « esprit ». Ils croyaient qu'il possédait des pouvoirs surnaturels en raison de sa position rare au sommet de deux grands bassins versants. Un pont, une structure essentielle dont l'existence remonte au néolithique. Le plus ancien, encore debout, est le pont mycénien de Kasarma, édifié il y a plus de 3000 ans. Mais il est un fleuve qu'aucun pont ne permet de franchir. L'Amazone, le plus imposant cours d'eau de la planète. Certes, le Nil détient officiellement le record de longueur, mais l'Amazone entend bien s'arroger les deux titres. Né au Pérou, le fleuve Amazone traverse la Colombie et le Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique par un delta gigantesque. Son parcours excède même le périple de Sam et Frodon. Et pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Pourquoi donc? Tout d'abord, ces crues saisonnières en modifient radicalement le débit. En période sèche, il s'étend sur environ 5 km de large. Mais sous l'effet des pluies diluviennes, il peut atteindre jusqu'à 50 km en quelques semaines. De plus, ces crues déplacent le lit du fleuve. Construire un pont sur un terrain qui se métamorphose en étendue d'eau pendant 4 mois de l'année relève d'un défi technique considérable, mais pas hors de portée. Rappelez-vous vos cours de géographie. Les berges fluviales,
notamment en Amazonie, sont souvent instables et sujettes à l'érosion. Les pluies torrentielles engendrent par ailleurs des marais, véritables régulateurs naturels des crues, qui filtrent l'eau et abritent une faune d'une grande diversité. Cela implique qu'une partie de cette zone humide devrait être drainée pour permettre la construction d'un pont, ce qui causerait des dommages irréparables à la faune locale. De plus, les fondations nécessaires à ce pont devraient être profondes, entraînant des coûts considérables. La pluie engendre un autre problème majeur dans ce projet. Elle provoque une élévation du niveau de l'eau pouvant atteindre 13 à 15 mètres. Bien sûr, des ponts ont été construits au-dessus de profonds cours d'eau, comme le pont Padma, une structure colossale aux fondations de 127 mètres. Toutefois, en raison de l'érosion rapide du sol amazonien, le pont devrait être conçu à partir de structures flottantes, appelées pontons, qui se révèlent peu adaptées à une rivière dont la profondeur fluctue à sa guise. Passons maintenant à un autre obstacle majeur pour l'ingénierie humaine, la forêt amazonienne. S'étendant sur 9 pays, cette forêt est si vaste et dense qu'elle pourrait couvrir presque la moitié de l'Europe. Par conséquent, un pont relierait très probablement 2 sections de la forêt, apportant un progrès insignifiant pour la faune locale, comme les capybaras et les jaguars. Naturellement, les principaux bénéficiaires d'un tel pont seraient les humains. En effet, l'essentiel des populations locales se trouve réparti autour des affluents de l'Amazone, loin du fleuve lui-même. Après tout, qui voudrait vivre comme un castor au bord d'un barrage? Il existe même un État, l'Amapá, sur la rive gauche de l'Amazone, qui est totalement coupé du reste du Brésil. Vous pourriez facilement visiter son voisin, la Guyane, mais pour atteindre une région différente du Brésil, il vous faudrait recourir à d'autres moyens de transport. À l'exception des petites communautés riveraines qui vivent directement sur les bords du fleuve, ce qui va de soi, les grandes villes ont été établies près des rivières tributaires, comme le Rio Negro, qui possède un pont, ou la rivière Nanay, au Pérou. Les ponts qui enjambent la Nanay et le Rio Negro constituent les 2 seules structures de ce genre dans le bassin amazonien. La vétusté des infrastructures routières au sein de l'Amazonie rend également la construction de ponts complètement superflue. Dans les années 70, l'humanité nourrissait de grandes ambitions pour explorer davantage l'Amazonie. C'est dans cet esprit qu'ils ont envisagé la construction d'une autoroute traversant le bassin amazonien d'un bout à l'autre. L'autoroute transamazonienne, censée faciliter l'accès au cœur de la forêt, a cependant échoué à répondre à ces objectifs. Il semble que les difficultés liées à la construction de plus de 3200 km de route au cœur d'une forêt tropicale dense n'aient pas été anticipées. À mi-parcours, le projet a été abandonné en raison de son coût exorbitant et des nombreux problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, les autoroutes du bassin amazonien sont constamment inondées, jonchées de crevasses et de boue. Cette situation engendre un cercle vicieux. Les gens ne s'installent pas près du fleuve, car l'accès y est difficile. Les routes ne mènent pas jusque-là, car leur construction est extrêmement complexe. Et cela conduit encore moins de personnes à s'établir sur les rives de l'Amazone, faute de routes pour y parvenir. Alors, en l'absence de routes et de ponts, comment les habitants survivent-ils dans cette région? Vous n'allez pas y croire, mais les populations riveraines utilisent une invention aussi ancienne que fiable, le bateau. Le fleuve Amazone est entièrement navigable, et les habitants l'utilisent comme une route. Tout comme pour les motos, les voitures et les bus, l'Amazone dispose de canoës, de hors-bord et de ferries. Il existe même un ferry spécifique appelé Obidance, qui dessert la localité d'Obidos, d'où son nom. Les locaux accomplissent tout sur des bateaux. Ils possèdent même un hôpital flottant, qui se déplace de ville en ville pour soigner les populations riveraines, ainsi qu'une banque flottante, où l'on peut effectuer toutes ces transactions tout en admirant l'immensité de l'Amazonie. Honnêtement, quelle invention brillante. L'absence de pont a toutefois un inconvénient majeur. Elle empêche l'exploration de véritables trésors cachés. Par exemple, dans l'Amazonie, il y aurait plus de 10 000 sites archéologiques encore inconnus. Il se peut que nous ne puissions jamais découvrir certains vestiges, tels que des villages fortifiés, des géoglyphes et d'autres structures. Il serait excitant de revivre les aventures de Lara Croft au cœur de l'Amazonie, mais ces découvertes restent bien dissimulées, au plus profond de la forêt. D'un autre côté, il n'y a qu'en bateau que l'on peut observer ce phénomène incroyable, où les eaux du Rio Negro et du Solimo refusent de se mêler dans l'Amazone. Sur plus de 5 km, ces 2 affluents coulent côte à côte sans se mélanger. La vitesse et la température des eaux étant différentes,
vous observerez un fleuve ressemblant à un mélange de café et de caramel. Ce phénomène impressionnant est connu sous le nom de la rencontre des eaux. L'Amazone n'est pas le seul cours d'eau au monde considéré comme dépourvu de pont. Le fleuve Congo, le second plus long fleuve d'Afrique, ne possède qu'un seul pont le traversant. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont séparés par ce fleuve, et jusqu'à aujourd'hui, aucune route n'assure de liaison entre eux. Petite anecdote. Certains géologues pensent qu'à l'époque où le supercontinent de Gondwana existait et que tous les continents étaient réunis, l'Amazone et le fleuve Congo formaient un seul et même fleuve, reliés entre eux. Un autre endroit où les ponts font défaut se situe du côté est de la Tamise, à Londres. La partie ouest du fleuve est plus étroite, ce qui rend la construction des ponts plus simple. On y trouve environ 33 ponts rien que sur ce côté. Mais si vous tentez de traverser la rivière en amont, cela risque de tourner au casse-tête. Au XIXe siècle, les compagnies maritimes ont estimé que construire trop de ponts sur la Tamise serait trop onéreux, car cette zone faisait partie d'une route de navigation, et ces ponts devraient être bien plus hauts que la normale. Leur structure devrait aussi être particulièrement longue, étant donné que certaines sections de la Tamise font près de 570 mètres de large. Cependant, la construction de ponts longs en soi n'est pas un problème. À Rio de Janeiro, par exemple, se trouve le pont Rio-Niterói, qui s'étend sur 13 km. Lorsqu'il a été érigé dans les années 70, il était le second plus long pont au monde. Cette structure est si vaste qu'en 2018, une petite fille est née pendant que sa mère la traversait, et depuis, le lieu inscrit sur son acte de naissance n'est ni plus ni moins que le pont. Il n'y a pas non plus de demi-tour possible, de sorte que si vous l'empruntez par erreur, préparez-vous à un long trajet. Alors, la prochaine fois que vous déciderez d'explorer l'Amazonie, n'oubliez pas d'emporter votre propre canot.